faut que je prenne la bonne. Donc nous avons donc, comme je vous ai dit, le plaisir de recevoir Christophe Marquette. Alors Christophe Marquette est un docteur de l'université Claude Bernard Lyon 1, donc il y a fait sa thèse et son doctorat, qu'il a complété par un stage à l'université Concordia au Canada. Puis il a entamé une carrière universitaire en rentrant au CNRS, donc Centre national de la recherche scientifique, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que le CNRS, ce qui peut se comprendre. et, et donc il est actuellement directeur de recherche j'éteigne mon téléphone. Directeur de recherche au CNRS, et il travaille donc à l'université Claude Bernard Lyon 1 dans le département de chimie et biochimie moléculaire et supramoléculaire. Et c'est un biochimiste donc qui s'intéresse à quelque chose dont vous avez sûrement entendu parler, mais sur lequel il n'y a pas beaucoup de monde qui savent exactement de quoi il s'agit et ce que ça permet de faire. Donc, l'impression 3D, donc, est une grande révolution dans les méthodes de reproduction de pas mal de choses et qui offre beaucoup d'ouverture pour l'avenir, et en particulier en biologie. Et c'est la raison pour laquelle donc, Christophe Marquette a fondé un certain nombre de sociétés. Il y en a beaucoup, alors je ne vais pas vous les énumérer, mais si vous voulez, vous pourrez venir lui en parler. Et donc, il allie donc sa carrière universitaire avec une carrière, je dirais, d'industriel, quand même. Mais donc, voilà. Et donc, il va nous parler aujourd'hui donc de l'impression 3D, mais plus particulièrement donc appliquée à la biochimie et à la biologie. Christophe, quand tu veux. Est-ce que ça marche? Si, ça marche. Si, ça marche. Si, ça marche derrière ou pas? Ouais. Hein. Oui. Le tien est plus fort. Est-ce que ça marche plus mieux? Non, c'est pareil. Je pense que c'est pareil. Ouais, je prends celui-là. Je prends celui du chef. Bonsoir à tous, déjà. Est-ce qu'on attend des retardataires ou pas? Non. Non. Bien près de la bouche, comme ça. Bien calmement aussi. Je vais essayer de pas trop vous endormir. Donc, en effet, je travaille sur l'impression 3D. En effet, je travaille pour l'impression 3D de la biologie, mais au sens plus large, pour le vivant. Alors, du vivant, mais pour le vivant. Vous allez voir qu'il y a plein de choses que je vais vous montrer qui sont plutôt pour la santé, pour le vivant. Et puis à la fin, on finira avec comment imprimer le vivant. Donc, juste mon parcours, c'est un peu bizarre de dire biochimiste qui fait de impression 3D. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de matériaux, des choses comme ça, des machines. Donc ça, c'était en 99, donc, comme Bernard l'a dit. Et puis ensuite, j'ai travaillé beaucoup pour faire du diagnostic moléculaire, donc tout ce qui va être test pour détecter des choses dans le sang, les anticorps, les virus, etc. Puis j'ai travaillé beaucoup sur la chimie, parce qu'on était on était ensemble dans un laboratoire de chimie avec Bernard. Chimie de greffage, les polymères, la mise en forme de ces polymères aussi, pour faire des tests. Donc tout ça pour essayer de faire du test diagnostic. Et puis à un moment, autour de 2012-2013, quand l'impression 3D a commencé à beaucoup marcher, je me suis intéressé à comment on pouvait faire des dispositifs de diagnostic avec l'impression 3D, en mettant en forme les polymères, etc. Et puis de fil en aiguille, on a mis des cellules à la place des molécules. On a commencé à faire de la biologie cellulaire. Et puis on s'est retrouvé finalement actuellement à faire de la bio-impression. Voilà, donc c'est un peu le trajet, hein, c'est 25 ans de travail de dérive entre la biochimie et la bioimpression, qui est beaucoup plus de la biologie que de la biochimie finalement. On va voir ça. Donc un petit peu d'histoire. On fixe l'invention de l'impression 3D en 1980 à quelque chose près. Alors il y a toujours des petites batailles entre
les différents inventeurs, c'est comme d'habitude. Mais en tout cas, c'était un procédé de fabrication couche après couche avec des résines qui réagissent à la lumière. D'accord. Comme des encres, il y a certaines encres d'imprimerie qui réagissent à la lumière. Là, c'était ça. Et donc, ça ne s'appelait pas encore impression 3D, mais ça s'appelait fabrication additive. Et depuis, alors je ne mets pas les dates, mais elles sont dans le désordre, c'est pas grave. Donc il y a eu le jet d'encre qui venait directement de l'imprimerie papier, hein. Donc là, on avait des cartouches qu'on pouvait remplir avec des polymères, qu'on pouvait modifier, etc. Donc il y a eu beaucoup de travail sur utiliser des imprimantes classiques de bureau qui font du jet d'encre sur le papier pour faire de l'impression en 3D. Donc des choses qui venaient de l'imprimerie. Et puis après, plein de gens se sont mis à faire des choses de différents domaines. Donc la stéréolithographie, j'en parlais tout à l'heure, ça utilise la lumière qui venait de la microélectronique, donc quelque chose qui n'a rien à voir avec l'imprimerie. La soudure, on va voir qu'en fait on fabrique des pièces par impression 3D de métal en utilisant la soudure en continu, ça s'appelle. Et ça vient de la chaudronnerie, tout ce qui avait été développé en chaudronnerie pendant des dizaines, voire des centaines d'années. C'est surtout pour vous montrer que c'est un espèce d'héritage d'autres techniques ou d'autres domaines. L'injection moulage, qui venait de la plasturgie. Donc là, pareil, en fait, toutes les pièces plastiques qui vont être imprimées en 3D, c'est un domaine qui s'est nourri en fait de la plasturgie. Donc à chaque fois, c'est des techniques dérivées de techniques de plasturgie, de chaudronnerie, de microélectronique, de BTP, parce qu'on peut imprimer des maisons en 3D, en béton, en ciment mortier, avec toute la science du BTP à l'intérieur d'une machine d'impression 3D pour le béton. Donc c'est pas les mêmes échelles. Je pense que j'ai des images tout à l'heure à vous montrer. Et puis il y en a un dernier, je vous le mets pour juste illustrer. Donc le zéro gravité, qui vient de nulle part. J'ai pas réussi vraiment à trouver une origine, donc je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Donc en fait, c'est travailler dans un espèce de gel. Ça va démarrer tout seul. Et on va fabriquer en suspension dans ce gel un objet. Donc ce qui est transparent, c'est un gel, et là c'est du silicone ou un élastomère. Et on a la petite tête d'impression ici qui imprime. Et vous allez voir que la jeune femme va sortir, ou le jeune homme, je sais pas, va sortir l'objet du gel. Donc on vient dans le gel chercher cet objet-là. Pourquoi on se sert de ça? Zéro gravité, c'est très intéressant parce qu'en fait, les matériaux ici peuvent être très liquides. Voilà, on n'a pas de zone plane, on n'a pas de support, etc. Donc c'est l'impression 3D typique, vraiment poussée jusqu'au boutiste, c'est ça. C'est le gel suspendant. Bon, j'en reparlerai pas, mais ça refait de la gravité zéro dans un environnement gélifié, comme on va avoir de la gélatine ou des choses comme ça. Vous suivez? Donc à partir de toutes ces techniques qui venaient de différents domaines, on va avoir toute une série de matériaux qu'on peut imprimer. Donc ça va aller des polymères thermoplastiques, les silicones, comme ce qu'on vient de voir en suspendu, les métaux, les céramiques, et puis des hydrogels. Ça sera ce qu'on utilisera à la fin pour la partie biologie. Hydrogel, ça veut dire quelque chose qui est composé à 80% d'eau. Donc ça va être le gel pour les cheveux, ça va être la gélatine qu'on utilise pour faire les aspis, ça va être toutes ces choses-là. Et des fois, un mélange d'un peu tout ça, histoire de pimenter ou rajouter des fonctionnalités, etc. Bonsoir à vous. Je vous en prie, allez-y. Vous arrêtez le meilleur. Alors, comment ça marche? Donc là, j'ai quelques diapos très légères sur comment chaque technique marche. Vous pourrez venir me poser des questions après si vous voulez. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques, juste vous montrer un petit peu le principe déjà. Donc le principe, c'est d'avoir une image 3D de quelque chose qui est une vraie image en volume, donc on peut tourner autour, etc. Donc là, je la déplace avec ma souris sur l'ordinateur, et ça va être de la trancher en couches. Vous voyez des couches ici. Et en fait, on va appeler ça fabrication additive ou impression 3D, parce qu'on va fabriquer les couches les unes au-dessus des autres jusqu'à obtenir l'objet. Donc ça, c'est ça la vraie différence entre l'impression 3D ou fabrication additive, comme on voit ici, et tous les autres domaines où on va vouloir fabriquer un objet. On va le faire d'une fois en injectant, ou on va le sculpter si on fait du soustractif, ou on va le modeler si on fait du modelage de pâtes, etc. Là, en fait, chaque couche est définie par sa géométrie, et on va les fabriquer les unes au-dessus des autres pour obtenir l'objet. Alors,
quelle technique il y a? Je vais revenir sur les quelques 5 techniques dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc le jet d'encre, donc clairement on va faire des petites gouttelettes pour fabriquer. Alors ici vous allez toujours avoir envie de faire un éléphant. Il va être de différentes couleurs, mais on va toujours faire un éléphant. Donc la pièce qu'on fait, c'est un éléphant. Et je vais faire des gouttelettes de matière. Alors elle peut être photopolymérisable, ça peut être du thermoplastique, peu importe, c'est des gouttelettes qui vont être déposées. Donc ça, c'est très utile, c'est très avancé en termes de technique. On fait plusieurs couleurs en même temps, plusieurs matériaux. Et par exemple, on peut faire des baskets en une seule fois, avec toutes les couleurs qu'on veut, etc., toutes les matières. Donc ça sort directement d'une imprimante. On peut faire des modèles opératoires ou modèles anatomiques ultra réalistes, qui vont même être transparents à des endroits. Donc tout ça, c'est fabriqué par du jet d'encre très très avancé. Mais en fait, ça, c'est l'héritage du jet d'encre papier. C'est exactement les mêmes machines, sauf qu'en fait, on dépose couche après couche. Au lieu de faire des feuilles à la suite, eh ben, on fait des couches à la suite et on fabrique l'objet de bas en haut. Pareil pour les baskets. Plus sur la partie santé, ça permet de faire des choses très très complexes aussi en modèle opératoire. Donc ça, c'est un modèle opératoire de cœur. Je vais y revenir plusieurs fois sur les modèles. L'utilisation en santé, c'est souvent ça, des modèles pour que les chirurgiens s'entraînent, pour que les chirurgiens puissent regarder comment les choses sont faites. Alors, là, on va avoir l'extrusion à froid. Donc typiquement, là, on imprime du silicone. Donc sur l'image qui est ici, c'est du silicone joint de baignoire, on va dire. Quand on ne se fait pas du joint de baignoire, on fait des silicones qui sont implantables pour faire des implants de trachée, par exemple. Ah bah c'est pas fini, si déjà ça commence à grimacer sur les implants de trachée. Donc on fabrique des implants de trachée. Donc là, c'est pourquoi on fait ça par impression 3D? Pour que l'implant soit exactement la bonne morphologie pour le patient. Donc là, vous avez toute une série de morphologies différentes pour différents patients. D'accord? Donc ça, c'est un projet sur la trachéotomie et les implants de trachée. Donc là, la matière est dans le piston ici. On va commencer en bas et on imprime jusqu'en haut avec la matière. Donc on voit qu'ici, la matière se tient. On arrive à faire des formes compliquées. Ça permet aussi ça de faire de l'extrusion de céramique en pâte ou en préparation malléable. Et ça permet aussi, une fois que la céramique est brûlée dans un four, de faire des implants type osseux. Donc là, on va avoir des pâtes céramiques qui vont ensuite être, on appelle ça fritées, passer à 1300 degrés dans un four. Et ça peut être utilisé pour régénérer de l'os quand on l'implante à l'intérieur du corps humain. Donc ça, c'est une application santé de l'extrusion à froid de céramique. Alors après, on a l'extrusion à chaud, donc c'est la même chose. On pousse la matière ici, on va commencer sur le plateau, on va imprimer toutes les couches comme on avait l'oreille tout à l'heure. Mais cette fois-ci, on a un filament qui est fondu à l'image d'un pistolet à colle. Voilà, il faut se représenter ça, un pistolet à colle, mais très petit, qui chauffe à 200 degrés ici et qui va venir déposer la matière. Et donc là, c'est encore plus, en plus la folie. On va pouvoir avoir des machines qui font 10, 20, 30 couleurs différentes en même temps, etc. Donc on va pouvoir faire à peu près tout ce qu'on veut. De manière plus intéressante sur la santé, on va pouvoir imprimer des matériaux. Alors ça, PLA, c'est un polylactique acide, c'est un matériau biosourcé qui vient du maïs, et avec lequel on va pouvoir faire des attelles, des choses comme ça, qui sont biocompatibles, qu'on peut mettre au contact de la peau. Et encore plus avancé, on va pouvoir utiliser des matériaux tels que le PIC, qui eux sont carrément implantables dans le corps humain. D'accord ? Donc ça, c'est des matériaux qui sont inertes, très, très, très solides, et qu'on peut imprimer par cette technique et utiliser pour des plaques intracrâniennes ou des choses comme ça. Donc ça, c'est les applications 3D. Donc pourquoi la 3D ici, encore une fois, parce que le défaut sur la plaque crânienne qui est cassée a une certaine forme. Et il va falloir juste faire la pièce qui va exactement au bon endroit. Et la personne A n'aura pas le même trou que la personne B. Donc on essaye d'avoir les choses qui collent ensemble. Dernière chose sur l'extrusion à froid, il y a tout un domaine qui est sur ces prothèses. Alors là, c'est pour un enfant, mais ça marche aussi pour les adultes. Alors pourquoi pour les enfants, c'est plus répandu? Parce qu'en fait, les enfants grandissent, donc on ne va pas leur faire une prothèse en titane qui coûte 300 000 € quand ils ont 10 ans. Donc en fait, on leur fait des prothèses comme ça qui sont imprimées complètement en 3D. Tous les morceaux sont imprimés, et ensuite c'est assemblé. Donc il y a toute une communauté de makers, on appelle ça, qui font ça, qui font les pièces. Donc ils ont les plans et puis ils envoient ça à l'enfant, il reçoit son bras articulé.
Alors là, un peu plus compliqué à expliquer, tout ce qui va être utilisation de la lumière pour faire l'impression 3D. Donc jusqu'à présent, on prenait la matière, on la déposait quelque part, soit avec quelque chose qui chauffe, soit avec une cartouche, enfin une seringue avec un silicone ou quoi que ce soit. Là, en fait, on utilise une résine qui est liquide et on va utiliser les photons pour solidifier la matière. Donc c'est les photons qui vont solidifier. Donc on va utiliser soit des images, donc ça c'est l'équivalent de ce qu'on a au plafond ici, hein, qui va envoyer des images. Chacune des images va être une couche de l'objet, et les couches vont se superposer comme tout à l'heure. Ou alors on va avoir un laser qui va venir, comme celui-là, qui va venir se déplacer à la surface d'une résine pour solidifier la matière à partir du plateau jusqu'ici. Voilà, donc ça, c'est des techniques un peu plus éloignées de l'impression classique, mais qui sont finalement très très répandues, hein. Donc encore une fois, beaucoup de possibilités, pas beaucoup de possibilités de faire beaucoup de couleurs. Par contre, on est souvent dans la même matière. Par contre, on va avoir des matériaux qui sont très intéressants au niveau souplesse, transparence, etc. Donc là, vous avez un peu de tout, hein, des modèles opératoires, des prototypes de semelles, je ne sais pas quoi. Ça, c'est un des seuls quasiment dispositifs médicaux qui est fait avec ces techniques-là. Donc c'est des gouttières qui se mettent dans la bouche pour corriger les dents au cours de la nuit. Donc c'est des choses qui ne peuvent se garder que 8 à 12 heures de suite. Ensuite, il faut l'enlever et le remettre. Pourquoi? Parce que c'est des matériaux qui ne sont pas très sympas pour la santé. Donc on ne peut pas les garder trop longtemps. Et encore une fois, tout ce qui va être orthèse ou, ou renfort momentané sur la peau se fait très bien avec ce type de technique. Donc vous voyez, à chaque fois, hein, c'est très très spécifique. On veut faire des choses avec l'impression 3D pour chaque patient. Chaque personne, morphologie différente dans les dents, etc. Donc le but, c'est de faire quelque chose de particulier pour chacun. Alors, celle-là, elle a l'air hyper indigeste, mais c'est juste pour vous montrer un peu l'inventivité des chercheurs en 3D. Donc il y a une technique d'imagerie médicale qui fait en fait des images les unes autour des autres, autour des personnes comme ça. Et en fait, là, les personnes qui impriment avec cette technique-là, au lieu de faire de l'imagerie, renvoient les images. Donc c'est avec un projecteur comme ça, ils envoient toutes les images de chaque point de vue dans un bain de résine. Et en une seule fois, ils arrivent à faire des grandes pièces comme ça. Donc c'est pas quelque chose qui est beaucoup utilisé. Ben, c'est juste pour vous dire l'éloignement que ça peut avoir, les techniques d'impression 3D ou de fabrication additive par rapport à la fabrication 3D comme on l'a vu avant, l'impression comme on l'a en tête. Et maintenant, je veux juste faire une parenthèse sur la résolution. Donc la résolution, c'est quelle taille on peut imprimer, quelle est la plus petite taille qu'on peut imprimer. Donc là, vous les avez sous les yeux, hein, les U sont des microns, donc 70 microns. Donc ça, c'est un centième de cheveu, hein, un dixième de cheveu. Donc c'est très très petit. Là, c'est 1 micron. Chaque petite barre est 1 micron et elle arrive à être résolue et être imprimée. Ici, vous avez des toutes petites sphères aussi en surface. Ici, vous avez des schémas très compliqués d'impression 3D qui sont aussi à l'échelle de 40 ou 50 microns. Et en fait, ça, bah, c'est grâce à la lumière. Donc tout ce qui va être avec la lumière va être très 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 résolu. On va pouvoir faire des choses. Typiquement, ça, c'est en dessous de la taille d'une cellule dans votre corps. Alors ça a des intérêts particuliers, par exemple, pour aller faire des systèmes de délivrance de médicaments qui vont circuler dans votre corps sur des choses comme ça. Ça se fait assez bien. Ça, c'est des petites pompes, en fait, qui font 70 microns. Bon, voilà, très très petit. Donc, il y a le très grand, le BTP qui a fabriqué des maisons, et il y a le très petit. Et en fait, tout ça est dans le même globalement dans le même domaine, l'impression 3D. Dernière technique qui est très utilisée pour le métal, on appelle ça le frittage de poudre. Donc cette fois-ci, on a un laser comme celui-là, sauf que c'est un laser de puissance, il chauffe beaucoup, et il va venir durcir de la poudre de métal ou de la poudre de céramique. Donc c'est toujours pareil, hein. On fabrique le petit éléphant au fur et à mesure. Donc là, on va fabriquer des choses en plastique très solide. On va fabriquer des parties en céramique
qui vont venir ensuite être des moulages pour de la fonderie. Donc ça pour faire des parties de moteur. On va même fabriquer des parties de moteur en fait avec. Donc je ne sais pas si vous avez suivi un peu, hein, il y a des moteurs de fusée maintenant qui lancent des satellites pour la télécommunication, qui ont des parties de moteur, voire des moteurs entiers qui sont imprimés en 3D. Donc ça c'est imprimé avec du métal, par frittage. Dernier exemple de frittage métal, titane. Donc le titane, c'est la matière que je pense que certains d'entre vous ont peut-être des plaques à l'intérieur de leur corps quand ils se sont cassés, etc. Ou une prothèse de hanche, peut-être plus. Qui a une prothèse de hanche? Bon, vous êtes pas mal. Prothèse de hanche, une partie céramique. Le capot est céramique, couvert de PTFE, et la base est en titane. La partie qui rentre dans votre os est en titane, et la partie du dessus est en céramique. Donc ça, c'est la même matière, du titane. Donc là, c'est pareil, hein, une plaque crânienne, pour ne pas utiliser le matériau qu'on a vu tout à l'heure, plutôt utiliser du titane. On peut imprimer ça en 3D. Donc voilà, je parlais taille et résolution. Donc vous voyez, hein, les tailles ici, on est au nanomètre, 100 nanomètres, donc un dixième de micron. Par contre, on arrive à imprimer que des petites choses. Et puis plus la résolution va être mauvaise, plus on va imprimer des grandes choses. Typiquement là, bah voilà, ça c'est une maison, ça c'est un organe avec des résolutions ici. Bon, on se moque un peu des appellations, etc. C'est juste pour dire qu'il y a aussi une espèce de logique entre on veut faire quelque chose de très précis, mais on ne peut pas faire grand. On fait des choses grandes, on ne peut pas faire précis. Ça va, tout le monde résiste? Vous pouvez poser des questions pendant, si vous voulez, ça ne me dérange pas du tout. Donc la 3D, mais aussi la 4D. J'aime bien ces petits. Donc qu'est-ce que ça serait la 4D? Donc la 4D, en fait, c'est imprimer une forme, et cette forme, eh ben, elle va changer au cours d'un événement. Voilà, c'est le principe. Donc l'événement peut être, comme ici, la température. Donc ça, c'est la forme qui est imprimée. Et puis quand on la chauffe, en fait, elle change de forme, comme une pince, elle se rétracte comme ça. Et quand elle la fait refroidir, hop, elle se relâche. Et donc c'est l'idée d'avoir une forme qui est dessinée, fabriquée, pour pouvoir changer de forme quand elle chauffe. Donc voilà, ça c'est de la 4D. Comme ça a l'air un peu ballot. Chimiquement et au niveau du design, c'est assez fort. Et ça ouvre pas mal de possibilités sur la robotique. Donc on appelle ça la robotique souple, par exemple. On va pouvoir faire changer des formes à une pièce ou à un androïde ou à quelque chose qui va avoir une forme de préhension pour des choses. Ici, vous avez la même chose. Donc là, c'est imprimé à plat. C'est une espèce d'hydrogel. Et en fait, quand on va le mettre dans l'eau, il va se transformer, il va se mettre à tourner de manière prévue, en fait, par ce qu'on a imprimé au départ. Donc on dessine en ayant compris comment les choses allaient se passer. Donc, vous voyez, ici, il fait des petits radius ici. Ici, il a fait des choses qui étaient plutôt croisées. Et quand ça va s'hydrater, quand ça va être dans l'eau, ça va changer de forme. D'accord ? Donc ça, pareil, ça va pouvoir être utilisé dans certaines applications. J'ai vu là dernièrement des choses qui vont aller attraper des virus ou des spermatozoïdes dans certaines choses. Voilà. Donc c'est des dispositifs qui permettent d'aller accrocher ou capter quelque chose. Et puis j'en ai un dernier qui sert absolument à rien. C'est du plastique, donc imprimé par jet d'encre. Et donc là, il est immergé dans l'eau. Et voilà, il va prendre une forme qui est prédéfinie. Donc là, ça marque, on va voir, ça marque MIT, pour un célèbre labo américain. Donc eux, quand ils font quelque chose, il faut que ça marque MIT tout le temps, sinon c'est pas assez bien. Donc voilà, ils sont ici. Donc c'est une structure qui est longue, linéaire, qui est inerte en fait à l'air, et quand on la met dans l'eau, elle change de forme. La 4D. Donc on va voir que la bioimpression, c'est aussi... Ouais, allez-y. Le changement de forme se fait déjà depuis longtemps, donc avec certains métaux. Oui, tout à fait. Bah, c'est pas le même principe, mais c'est... Ouais, c'est ça, bah, tout ce qui est clignotant dans les vieilles bagnoles et tout ça, c'est ça. Ouais. Ça chauffe, c'est un bilame, ça chauffe, ça se tord, ça revient. Là, le principe, c'est de réussir à placer ces zones de changement à l'endroit où on veut par l'impression, en fait. C'est ça qui change, en fait.
Mais c'est pas du métal aussi. Là, c'est du plastique. Souvent, très souvent. Ah oui? Ouais. Voilà, bah c'est la même chose. Bon, je pense que peut-être que maintenant, c'est très dur à dire ça, hein. Prestidigitateurs, comme vous avez dit. Ah oui. Ouais. Bah en fait, c'est surtout les designs, on les voit pas, mais c'est surtout les designs de ces petites charnières qui sont hyper bien foutues. En fait, on crée de la porosité à des endroits qui va se gorger d'eau. Et en fait, le fait que ça se gorge d'eau, ça gonfle et ça déforme le reste. Mais c'est le même principe, hein, on change une face par rapport à l'autre. Il y a une face qui gonfle et une autre qui gonfle pas. C'est vert. C'est vert, mais ça va pas être des plantes. Enfin, ça existe, j'aurais pu vous en mettre. Donc une dernière grosse partie sur finalement le vivant. Donc là, on a parlé de tous les exemples sur pour un peu le vivant, pour la santé, etc. Donc j'ai mis pour, avec et dessus. Comme ça, il y a trois parties un peu distinctes. Alors, deux exemples d'impression de bio. Donc là, toujours, hein, on veut toujours faire une oreille. Moi, je ne fais pas d'éléphant, je fais plutôt des oreilles. Deux matières différentes. Vous voyez, c'est un peu granuleux, hein. On n'est plus à la résolution du micron de tout à l'heure. On va être sur des choses qui sont beaucoup plus rugueuses, un peu moins avec celle-là. Donc de ce côté-là, on a un hydrogel, donc 80% d'eau, gélatine en plus, donc la gélatine alimentaire, hein, si on veut, de l'alginate qui vient d'une algue. Donc des matières qui vont être biosourcées, qui viennent de la nature, qu'on ne va pas prendre synthétique, parce que ça ne va pas nous arranger après pour faire de la biologie dedans, pour mettre des cellules, pour faire des implantations, etc. Donc de ce côté-là, c'est plutôt très aqueux. De ce côté-là, en fait, c'est beaucoup de collagène et beaucoup de sucre. Donc bon, une différence claire entre les résolutions. Cette matière-là est très difficile à utiliser avec des cellules à l'intérieur. Pourquoi? Parce que les cellules, 80% d'eau, elles ont besoin d'eau. Leur environnement naturel, c'est votre corps, 80% d'eau. Donc elles aiment bien être dans quelque chose qui a 80% d'eau, 60%. Et ça ne fonctionne pas, même si c'est très bien résolu. Donc c'est plutôt ce type-là qu'on va utiliser pour l'impression 3D de cellules. Donc comment ça fonctionne? Parce que là, ça a l'air un peu bizarre de se dire on va imprimer des choses vivantes. Donc en fait, l'idée, hein, c'est d'utiliser des cellules. Donc c'est l'unité de base de votre corps, hein, qu'on va extraire. Alors soit d'un patient, soit d'un donneur, soit on va l'acheter dans une banque de tissus ou de cellules. Donc il y a ça à Lyon, il y a ça à Marseille. Nous, on fait aussi des banques de cellules. On va les cultiver, donc on va partir d'une cellule ou 100 000 cellules et on va en obtenir 5 millions, 10 millions, 100 millions. Et puis on va les mélanger avec la pâte rose qu'on voyait tout à l'heure, donc l'hydrogel. Donc ça va nous créer ce qu'on appelle une encre, l'encre de bioimpression. Donc c'est les petites boules bleues, vert ici, c'est les cellules, et les grands filets rose, vert et violet, c'est l'encre. C'est les matières qu'il y a dans l'encre. D'accord? Donc c'est un mélange. On a juste mélangé des cellules, enfin juste, on a mélangé des cellules avec ça. Et donc on va faire l'impression de la forme. Et cette forme-là, c'est comme du gel pour les cheveux. Si on appuie dessus, elle s'écrase et on n'a plus la forme. Donc on a une phase qui s'appelle de la consolidation. Donc là, on fait de la chimie douce souvent, voire même pas de la chimie, de la biochimie, où on va venir fabriquer des liaisons entre chaque chaîne. Donc vous voyez, hein, à chaque petit point ici, je vais fabriquer un lien entre chaque polymère pour que ça reste de la bonne forme. Et à ce moment-là, je vais pouvoir prendre mon objet et il va être solide, mais toujours avec 80% d'eau à l'intérieur. Donc ça, c'est la deuxième étape. C'est quasiment les plus faciles, celles-là. Et maintenant, c'est bien maîtrisé. Et ensuite, on va être obligé de cultiver. Parce que ici, vous voyez, dans le schéma, il y a 4 cellules, il y a beaucoup de vide. Et vous, dans votre corps, il y a assez peu de vide en fait, hein. Entre les cellules, il y a beaucoup de cellules les unes contre les autres et très peu de vide.
à part dans certains tissus. Et donc, il va falloir qu'on passe de ces 4 cellules à ces 200, 300, 10 millions, 15 milliards de cellules. Donc là, on a une phase qui s'appelle la culture. Donc, on prend cet objet qu'on avait imprimé et on va le mettre dans un milieu de culture, dans ce qu'on appelle un bioréacteur, et on va les faire croître. On va faire pousser les cellules, mais il faut qu'elles restent dans la forme. Il ne faut pas qu'on se retrouve avec une oreille qui fait 3 mètres de long alors qu'on avait imprimé une oreille comme ça. Donc il faut trouver, c'est pour ça que je dis que c'est ça la partie la plus dure, il faut qu'on trouve les conditions qui nous permettent de garder la forme, donc c'est la forme ici qui est la même, un tout petit peu de dérive sur les côtés, mais toujours en ayant des cellules à l'intérieur qui fabriquent un tissu, etc. Est-ce que c'est clair? Vas-y, pardon. Ah. Alors, un cartilage, par exemple, 56 jours. De la peau, alors il y a plusieurs étapes, c'est entre 20 et 30. Là, on fait des épithéliums pulmonaires, donc une partie de bronche, 75 jours. Vous aviez une question? Je voulais vous demander, pour un handicapé, par exemple, d'une cheville, vous partez d'une radio, sûrement. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vraiment quelque chose qui peut être réalisé et refaire fonctionner quelque chose qui n'allait pas. C'est l'idée. C'est l'idée. Non, c'est pas possible. Enfin, ça dépend ce qui marche pas dans la cheville. Si c'est de l'os ou l'articulation, ça se fait très bien. Même déjà le genou, les épaules. Mais par contre, les tissus vivants comme ça, là, non, pour l'instant, c'est un peu dur. Bon, on va voir quelques exemples. Mais, oui, bien sûr, ouais, ouais, ça se visite. Donc oui, ça c'est. Donc là, imprimer, allez, jusqu'à 1 heure maximum, ça prend. Ça prend 1 heure et demie. Et ça, bah voilà, on est en jour. Hein. Minimum 20, 25 jours pour les choses très simples. Avec voilà, tout un contexte stérile. Donc, alors, ça va rien vous dire toutes les couleurs, mais c'est juste pour vous montrer la diversité. Donc, quand on arrive à faire ça, quand on arrive à mettre des cellules qui proviennent d'un patient ou d'un donneur, qu'on arrive à les mettre dans un gel, qu'on arrive à les imprimer, qu'on les cultive et qu'on arrive à trouver les bonnes conditions, eh ben, on va pouvoir faire tout ce type de tissu-là. Donc, des tissus adipeux, du sein, de la rétine. C'est de la rétine. Là, vous avez des cardiomyocytes. Je ne sais pas si vous voyez ça, ils battent, ils bougent. Donc ça, c'est du tissu cardiaque, des épithéliums respiratoires, même des îlots de Langerhans. Ça, c'est une partie du pancréas qui génère l'insuline. Donc, des choses très diverses, du cartilage, de l'os, etc. Donc, on va pouvoir faire vraiment des choses différentes. Et là, vous voyez qu'ils ont tous des couleurs. On appelle ça les marquages histochimiques. Ça nous permet de savoir si c'est vraiment le tissu qu'on voulait faire. Donc, on va chercher la couleur rose pour l'os, alors qu'on cherchera une autre couleur pour un autre tissu. C'est ce qui se passe quand vous faites une biopsie au laboratoire ou à l'hôpital et qu'on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans votre tissu, est-ce qu'il y avait des cellules cancéreuses ou est-ce que vous aviez un problème, etc. C'est exactement les mêmes techniques et nous on les applique sur les tissus qu'on fait. Donc voilà, un panel de choses. Vous voyez quand même, c'est surtout des tissus plutôt mous. Il y a un petit peu d'os, mais c'est très rare, c'est plutôt du mou. Et la taille, que pour l'instant on n'avait vu qu'une petite oreille, donc on peut aller jusqu'à des en centimètres cubes, 200, 300, 400. Donc ça c'est la taille typique d'un rein ou d'un cœur. 300, 400, c'est les choses qu'on arrive à faire actuellement en impression de bio. Plus difficile à cultiver. Alors deux ou trois, je sais plus, focus, donc la peau. Donc la peau, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé, qui est très très travaillé en impression en bio. Ça a l'air assez simple, hein, la peau c'est tout petit, tout fin, mais finalement c'est compliqué parce qu'il y a 3 couches. Hypoderme qui est du gras en fait, le derme qui est ce qui va avoir la vascularisation, etc. Et puis l'épiderme. Et donc en fait on a 3 couches, on a quelques millimètres. Mais juste pour faire ça, en fait, on va utiliser 2 méthodes d'impression. Donc je ne vais pas détailler. On a une méthode qui permet de faire ces 2 couches-là, derme et hypoderme. Et on a une méthode qui permet de faire juste l'épiderme, parce que c'est des cellules spéciales. Et il faut une autre méthode pour imprimer. 30 jours de culture, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis l'idée, c'est de faire des greffes
ou alors des modèles in vitro pour la cosmétologie, la toxicologie. Donc voilà, ça a l'air simple, mais finalement c'est compliqué. Et quand on y arrive, voilà, ça ressemble à ça. Alors ça casse pas trois pattes, hein. Ça a l'air vraiment tout bête, mais finalement c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de cellules différentes. Ici il y a les adipocytes, donc les cellules de l'hypoderme, mais ici il va y avoir 2 voire 3 types cellulaires, donc des cellules différentes, et encore 3 autres ou 2 autres cellules à la fin. Et vous voyez que c'est petit, hein, 100 microns, donc on va avoir même pas 1 millimètre, 1 ou 2 millimètres. Donc juste pour vous donner des exemples, hein, on fait ça qui bronze. Hein. Donc typiquement là, dans la peau, quand on l'imprime, on met des mélanocytes, et quand on met des UV dessus, eh ben, il bronze. Normal, il crée des mélanosomes. Donc ça, c'est utilisé par Chanel, par exemple. Hein. Ils ont un modèle pour tester leur crème qui est imprimée en 3D, et ils mettent la crème sur cette petite zone là pour voir si ça fait du bien aux cellules dans leur système. Je ne sais pas si c'est le plus intéressant, mais peu importe. Donc là, on passe à imprimer sur. Alors, Berk, ouais, là, ça va grincer là. Donc l'idée, c'est de faire ça. Ça, c'est le schéma. Qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il y ait un robot au bloc opératoire qui vous imprime de la peau directement sur vous. Voilà, c'est ça qu'on veut faire. Donc le robot, ça ressemble à ça. Donc c'est un bras robotique qui va pouvoir... Donc ici, vous avez la cartouche pour imprimer les cellules et le gel. Ça commence déjà à se tenir la tête. On a des sacs pour vomir. Donc ça, c'est le robot quand il s'entraîne. On va commencer par ça. Donc ça, c'est le robot, et quand il s'entraîne, il imprime une oreille sur notre un mannequin de tête. Là. Donc là, la difficulté, c'est caler tout ça dans l'espace, caler le fichier ici, avoir de l'encre qui permet de faire ça de manière efficace. Ça, c'est le robot qui s'entraîne à couvrir une plaie sur un visage. Donc pareil, hein, la difficulté, c'est de se déplacer sur quelque chose qui n'est pas plat, avec un bras robotique, de déposer de la matière à quelques centaines de micromètres de la surface, et sans l'abîmer, sans le faire bouger, etc. Et ça, c'est un robot qui est en train de s'entraîner à déposer de la matière sur une personne, notamment moi. Donc ça, c'est ma main. Normalement, on voit mon tatouage ici. Donc là, vous voyez, la tête de robot, elle se déplace, elle fait comme ça, elle essaye toujours de rester perpendiculaire à la surface pour pouvoir déposer partout un petit peu de gel, comme un pansement. Allez-y. Le temps de programmation ça c'est plus simple. L'autre avant, maintenant qu'il a appris, ça va mieux. Mais non, mais là, en fait, on va voir, on fait un scan, on regarde la surface par imagerie, et puis cette surface-là, on l'utilise pour créer le déplacement du robot. Donc ça se fait assez vite. Bon, assez vite, c'est pas instantané, quoi. C'est une petite heure. Ouais, une petite heure. Ce qu'on a vu précédemment, ça peut être... Ouais, ah oui, non, mais là c'est juste l'impression. Ouais. C'est un peu plus long que d'habitude. Vous avez une main levée, non? Bon. Vous aviez levé la main, non? Bon. Donc voilà, donc c'est le bras robotique comme ça qui se déplace. Alors, du coup, quand on essaye de le faire en vrai, donc en vrai, forcément, on le fait pas sur moi. On le fait plutôt sur un cochon, pour l'instant. Donc l'idée, c'est ça, hein, c'est d'avoir un cochon qui a des brûlures. Hein, c'est du pré-clinique, donc c'est avant d'utiliser un humain quand même, on fait un essai sur les animaux. Donc bon, je vous montre rapidement les différentes étapes. Donc on a un cochon qui est brûlé. Donc je ne sais pas si vous allez voir ici, on a une tête. Donc là, c'est le bras qui imprime. On a une tête qui va faire en fait un laser qui passe comme ça sur les surfaces et qui mesure la hauteur. Et donc, il va pouvoir trouver quelle est la topologie, on appelle, la topologie de la plaie. Parce qu'il faut qu'on sache où est-ce qu'il faut qu'on imprime. On ne va pas pouvoir faire à la main comme ça, puisque c'est le robot qui le fait. Donc avec ça, on génère une surface 3D. Et dans cette surface, on va pouvoir générer comment on va imprimer. Donc c'est les traits verts, comment on se déplace à l'intérieur. Bon, ça, c'est la partie programmation. Et puis ensuite, on va avoir
une autre étape où on va avoir la tête, cette fois-ci, la tête d'impression, qui va venir déposer de la matière. Alors elle est tout près, hein. Elle est tout près du cochon, dans la plaie, et elle va venir déposer 400 microns de matière à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est une greffe robotique par bioimpression, on va appeler ça comme ça. Au niveau biologie, ça ressemble plutôt à un pansement biologique qu'à une greffe, hein, puisqu'on n'imprime pas la peau, on imprime un gel, comme on a vu tout à l'heure, qui va devenir de la peau au bout de 30 jours, donc c'est pas vraiment une greffe, mais on peut quand même utiliser les cellules du cochon. Ça va, c'était pas trop dégoûtant. Alors, ce robot-là, non. Donc là, il était très sédaté, même sous-ventilé, là. Mais la nouvelle version, elle s'adapte. Donc elle a embarqué sur la tête, ici, un capteur de distance, qui est encore une fois un pointeur laser, et qui fait la correction en permanence de cette distance entre la tête et le système. Sinon, ça ira pas en clinique. Si on n'a pas ça, ça ira pas en clinique. Les robots? Les machines? Ça dépend. Il y en a on fabrique, il y en a qu'on fabrique, il y en a qu'on achète, il y en a qu'on achète et qu'on casse pour les fabriquer. Celui-là, par exemple, on l'a un petit peu cassé pour pouvoir faire ça. Enfin, cassé, on l'a réparé, on l'a modifié, quoi. Mais ça, c'est un bras, je pense que ça doit être un bras japonais dans une enceinte américaine, avec du coup de la technologie française dedans. Donc ça vient d'un peu partout. Ouais. Oui, sans problème. Sans problème. Il y a beaucoup de bras comme ça français. Oui. Là, in vivo pour le cochon, hein. Ah, pour le cochon. Mais ça s'appelle l'homéostasie. Donc en fait, les cellules, déjà, chez nous, elles poussent, et une fois qu'elles ont atteint un certain degré de confluence, elles se touchent. Dès qu'elles se touchent, elles arrêtent de pousser. Déjà, donc c'est une première phase. Donc dès qu'elles se touchent les unes aux autres, en fait, en général, elles arrêtent de pousser, voire elles meurent pour fabriquer du tissu. Donc en fait, on a beaucoup de cellules, on a peu de cellules, ça pousse beaucoup, donc elles se multiplient, elles se touchent, elles arrêtent de se multiplier, et en plus, elles commencent à mourir en fabriquant du tissu. Parce qu'en général, il n'y a pas 100% de cellules dans le tissu, il y en a moins que ça. Donc ça, c'est une première partie. Et la deuxième, c'est qu'en fait, le gel qu'on utilise, il a une limite. Et en fait, s'il n'y a plus de gel, elles ne peuvent plus aller plus loin. Donc elles s'arrêtent. Après, c'est certain que si on les laissait 3 ans à pousser au même endroit dans un gel, à mon avis, on aurait des débordements, hein, ça c'est sûr. Mais in vivo, c'est encore pire, hein, parce qu'in vivo, là, en plus, on a une orientation. Donc on a tout le corps qui amène à manger ou des choses comme ça par-dessous. On a les berges de la plaie qui créent aussi un tropisme à des endroits, quoi. Donc là, ça s'arrête sans problème. Il n'y a pas de surcroissance. Ça fait de la croissance in vivo, quoi. Donc on est vraiment comme dans un corps. Quand vous avez une plaie et puis qu'elle va se refermer, et vous n'allez pas avoir... ça s'arrête, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pareil. C'est le même, les principes sont les mêmes. Dernière partie sur cette partie bio. Donc là, on imprimait avec donc des cellules, on imprimait dessus, et là, on imprime pour. Donc pourquoi pour? Parce qu'en fait, on va faire des tissus uniquement pour développer de la thérapie ou tester des médicaments ou étudier la pathologie de quelqu'un pour lui proposer une médicamentation avec des choses comme ça. Donc là, l'idée, hein, c'est quasiment tout le temps de faire des modèles pathologiques. Donc là, on a un modèle pathologique de prostate. Alors, les images vous disent sans doute rien, hein, mais ça ressemble à des pathologies. Ça, c'est du sein, ça, c'est du côlon, enfin des colorectales. Donc à chaque fois, en fait, on va fabriquer des choses
pour tester des médicaments. Donc là, vous voyez ici, c'est des petits carrés. Donc ça n'a plus aucun intérêt de faire des oreilles, des tubes ou des choses qui vont s'implanter. Là, on veut être précis et reproductible. Donc on va faire des centaines de ces petits carrés qui font 1 cm par 1 cm. On va en faire des centaines pour pouvoir tester plein de médicaments ou plein de conditions de thérapie, etc. Mais dans un contexte quand même où on va avoir des cellules qui sont en 3D. Donc dans un milieu qui ressemble plus au corps. D'accord ? Donc là, c'est un exemple qu'on a. Donc là, c'est des petits cubes. Ici, on en a 4. Je pense que pour cette étude, on a dû en faire 600, je crois. Et là, oui. Ah ben, il faut écouter là, sinon. Il y a les deux. De toute façon, là, c'est toujours des cellules tumorales. Donc, elles vont être soit viennent de banques qu'on achète, soit c'est du tissu qui vient du patient. Mais dans tous les cas, c'est de la tumeur là. Ouais. Ce qu'on fait, c'est ce que vous avez dans cet exemple-là et celui-là. En fait, on mélange des cellules saines et des cellules tumorales du même patient. Parce qu'en fait, dans une tumeur, il y a toujours des cellules saines, stromales. Donc, on appelle ça stromales. C'est les cellules qui font le tissu et des cellules de patient. Et des cellules cancéreuses, pardon. Donc, en fait, on mélange les deux pour que ça ressemble de plus en plus à ce qui se passe dans le patient. Non, c'est imprimé avec les cellules tumorales dedans. Donc on prend une biopsie, on disperse toutes les cellules, donc on sépare toutes les cellules, elles deviennent monocellulaires, on les met dans l'encre, on imprime et on recrée des tumeurs. Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'avec une toute petite biopsie, on va pouvoir faire 600 tumeurs, avec une petite biopsie de côlon ou de prostate ou de cancer du sein. Donc si on voulait utiliser directement la biopsie, en fait on ferait un essai, là on fait 600 essais, parce qu'en fait on amplifie la quantité de tumeurs in vitro et pas sur un animal ou sur ou sur un rat. C'est vraiment le but, c'est d'avoir cette amplification qu'on observe toujours, mais pour les cellules tumorales. Donc les cellules tumorales, elles ont un comportement bien particulier. Je ne sais pas si vous voyez, elles font tout le temps des boules comme ça, des petites boules, parce que c'est des clones. Elles font des clones, elles partent d'une cellule, ça fait un clone à chaque petite boule, c'est à partir d'une seule cellule. Donc ça, c'est un comportement particulier. Et là, l'idée, par exemple, c'est avec cette société-là, Transgène, qui utilise des vecteurs viraux pour tuer les cellules cancéreuses. Voilà, ils testaient leur virus sur ces choses-là et ils essayaient d'optimiser leur virus qui tue le cancer avec les modèles. On a passé la partie la plus dure. Ah non, j'en ai encore un. Pour finir, donc là, ça rejoint un peu la question tout à l'heure, imagerie médicale, prendre l'imagerie, prendre le scanner ou l'IRM. Donc là, il y a tout un pan de l'impression 3D qui utilise l'imagerie qu'on va faire quand on va à l'hôpital et qu'on se fait détecter un problème, une malformation, etc. Donc à partir de ça, on peut générer des fichiers pour faire l'impression. Donc ça, par exemple, c'est un truc qu'on a fait avec les hospices civils à Lyon là, sur la pédiatrie. Ça, c'est la trachée et les bronches d'un petit garçon de 10 ans, je crois, qui avait une tumeur ici, qu'on retrouve ici dans le tube là. Et en fait, on prépare le modèle, ce modèle-là, on le donne au chirurgien pour qu'il choisisse comment il va faire, qu'il comprenne comment c'est fait, etc., qu'il l'ait dans les mains avant d'ouvrir le petit garçon sur la table. Et là, maintenant, on va même plus loin. En fait, on fait sur les nouveau-nés, on va faire l'ensemble, la cage thoracique, toute la partie vasculaire et trachée, plus les poumons en silicone, donc ils vont être tout mous. Et on insère tout ça dans un système. Et en fait, là, il va pouvoir utiliser les outils qu'il utilise pour de vrai quand il va faire la chirurgie, donc les trocars, etc., les écarteurs, pour choisir comment il va faire pour faire la chirurgie, pour choisir si il va de ce côté, pas de ce côté, comment c'est fait, etc. Parce qu'ils ont leurs lunettes de vision 3D là, pour faire du virtuel. Mais en fait, ils n'arrivent pas à voir finalement comment ça se déplace, comment ça marche, etc. Donc on fait ça avec les hospices civils à Lyon, sur femmes et enfants. Alors du coup, une petite slide. Il y a toujours une partie un petit peu bizarre. Donc, quelle impression ça nous fait? Alors, du coup, de voir quelle impression ça vous fait de voir des objets comme ça qui apparaissent de nulle part, qui se créent
en permanence sans intervention humaine déjà, et on a l'impression qu'ils sortent de terre ou du plateau. Donc là, vous avez du métal, hein, on a vu le métal en premier là. Ici du matériau type plastique. Euh, et puis ici, c'est le BTP là. Donc ça, c'est la maison. Donc ça fait 1 mètre de haut, hein. Et puis on dépose du ciment, enfin du mortier. Alors il est formulé spécialement pour ça, il s'écoule pas, à l'inverse du mortier qui est là pour les coffrages, qui est très liquide et qu'on vibre pour. Donc celui-là, il est formulé spécialement. Mais voilà. Donc juste pour. Moi, je suis toujours un peu obnubilé par. Je suis capable de regarder ces trucs-là pendant des heures, voir des objets qui apparaissent. Donc les voir se créer sous nos yeux comme ça, il y a quelque chose d'un peu troublant, je trouve. Et puis, ça a l'air infini aussi. Il y a une espèce de puissance créatrice qui est un petit peu dérangeante. Et si on pousse au bout, en fait, toutes les personnes qui font l'impression 3D, en fait, ça s'appelle des makers. Donc en anglais, les faiseurs, hein. Donc voilà, il y a une espèce une connotation un peu spéciale là. En fait, on n'est plus du tout en train de modeler, on est en train de fabriquer à partir de rien, on dirait. Alors, c'est jamais à partir de rien, il y a toujours quelque chose. Mais ça a l'air toujours un peu magique. Oui, bien sûr. Mais quand on le regarde en fait de l'extérieur, quand on regarde les choses se faire, en fait, la chose apparaît en fait. Vous voyez, c'est tout le temps en accéléré. Toutes ces images sont tout le temps en accéléré. Et en fait, quelque chose qui va prendre 10 heures ou 20 heures, en fait, vous la voyez en 20 secondes. Et ouais, ouais, ça peut être dans un scanner, ça peut être dans. Bon, en tout cas, c'est stocké, c'est purement numérique, hein. C'est des 1 et des 0. Ouais. Ouais. Tout ça est basé sur du numérique. Bon, voilà, juste pour la réflexion. Je sais pas. Je sais pas. Comment ça, où j'interviens? Partout. Partout. Là, on a vu quasi. Bon, je fais très peu de métal. Je fais pas de BTP, en tout cas pas en impression. Mais sinon, moi, je fais toute la partie biologie, toute la partie des machines, la programmation, et aussi la partie matériaux qui s'implantent, donc les silicones et tout ça. Je reviens sur le temps qu'il faut pour préparer tout ça. Par exemple, vous montriez une tumeur sur une trachée, je crois. On ne peut pas utiliser. Il faut avoir préparé. On ne peut pas faire au dernier moment. Non. Ah, c'est pas le dernier moment, mais c'est pas loin quand même, hein. Là, que j'arrive pas à remonter. Là, quand ça nous arrive, les fichiers, là, en fait, on a 1 semaine pour fabriquer le système, parce qu'en fait, ça, c'est des nouveau-nés, et en fait, ils évoluent beaucoup. Donc, en 1 semaine, ils vont avoir changé un petit peu. Donc, il faut qu'on fasse. Le dernier scan est 1 semaine avant l'intervention, et donc on fabrique ça, et on a 1 semaine pour le fabriquer. Pardon. Et le matériau peut évoluer en fonction de l'âge. Faites ça à un enfant de 5 ans, par exemple. Ah, là, on met rien dans l'enfant, hein. Là, c'est des modèles pour qu'il s'entraîne, le chirurgien. C'est juste. Ah bah oui, oui, c'est sûr. Ah oui, les scanners 3D externes. Ouais, ouais, ouais. Ah oui. Hmm. Ouais. Hmm. Ouais. Ouais, 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 carrément. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Oui, oui, oui. S'il vous plaît, pour ceux qui posent des questions, vous qui sont
Ah, sinon, il y a un micro en plus. Hein, mais... Parlez fort ou... Je voulais poser la question entre le scan et le fichier modèle. Comment ça se passe? C'est automatique, ça se fait automatiquement? Ah non. Il y a des logiciels qui font ça ou comment ça se passe? Le scan médical, vous parlez ou le scan... Le scan d'un enfant. Le scanner, donc le scanner, ouais. Le scanner, oui, pardon. À l'hôpital, ouais. Et le fichier modèle qui va permettre d'imprimer cette forme, comment ça se fait? C'est automatique? Non, c'est pas automatique, non. Ça s'appelle de la segmentation, donc c'est un travail à part entière. En fait, il faut prendre les images et puis ouais, on mesure pas, mais en fait, on utilise. C'est tout en niveau de gris, ça. Il n'y a pas de couleur sur un scanner ou un IRM. Et du coup, en fonction des niveaux de gris qu'il y a dans les différentes images, en fait, on arrive à interpoler les surfaces entre une couche, une autre couche, une autre couche. Et en fait, on délimite en 3D un objet, un rein, une trachée, etc. Donc, il y a des assistants, hein, il y a des logiciels assistants pour faire ça, mais c'est pas direct. Donc, c'est quand même une phase manuelle. C'est une phase ouais, manuelle. c'est semi-automatique, on va dire. Ouais. Moi, j'avais une question. Quand vous fabriquez des organes qui peuvent être implantés, est-ce que ça évite les problèmes de compatibilité qu'on rencontre avec des organes naturels? C'est le but. Alors attention, on n'imprime pas d'organes qui s'implantent. Hein. Comment? On n'imprime pas d'organes qu'on implante encore. Hein. Ouais, pas encore. Oh non. Mais c'est quand même un peu c'est le but. Mais le but, c'est ça. C'est comme pour la partie médicale ou cette partie-là. Le but, c'est de faire un tissu avec les cellules de la personne. Donc pas de rejet, toutes ces choses-là. Ouais. Il faut trouver les bonnes cellules chez la personne. Il ne faut pas qu'elle soit trop malade non plus. Donc il y a quand même c'est pas parfait non plus. Hein. Mais c'est le but. Ouais, c'est le but. Merci. Oui, je voulais revenir en dehors du secteur, disons, biologique, quoi. Les résines photosensibles ou les bétons spéciaux, ils ont quelle durée de vie et qu'est-ce qu'ils vont devenir après? Ils sont recyclables? Non. Là, la recyclabilité sur la photochimie, c'est zéro sur la photochimie, il n'y a rien. Et la durée de vie, en plus, est assez courte, hein, puisque c'est des matériaux qui sont sensibles à la lumière, même quand ils sont déjà réticulés, enfin solidifiés. Donc la photochimie, non, c'est plutôt, c'est très labile hein, comme matériau. Après le béton, je sais pas, j'ai pas la connaissance. J'imagine que ça doit être assez long comme stabilité. Par contre, la recyclabilité, c'est la même chose qu'un building en béton, je pense. Mais par contre, les résines photochimie, non, je crois que ça ne se recycle pas bien. C'était ça la question. Hein. Oui, je voulais savoir, là, c'est donc des pistes de recherche, enfin, ce sur quoi vous faites de la recherche, et en fait, qu'est-ce qui est appliqué actuellement, qu'est-ce qui est utilisé de manière commune de ce qu'on fait nous, au laboratoire? Pour l'instant, qu'est-ce qui est vraiment rodé et qu'est-ce qui arrive vraiment de manière commune en chirurgie ou tout ce qui est médical? Les modèles silicone, alors là, je montre que cela, mais comme disait Bernard, il y a une entreprise à Lyon maintenant qui fabrique des modèles silicone là, pour l'entraînement des chirurgiens, notamment pour la pose de stent, etc. Donc ça, c'est déjà très, très utilisé. Après, dans l'implantologie, c'est ce que je vous ai montré, hein, la partie céramique, le titane en 3D, céramique en 3D, tout ce qui n'est pas cellularisé. Dès qu'il va y avoir des cellules, là, on passe... pour valider un dispositif médical, métal, titane comme ça, en fait, il faut 2 ans et demi, 3 ans. Pour valider quelque chose comme on fait nous, bio, il faut 25 ans. Donc, c'est pas maintenant, ça c'est sûr. Mais le but, c'est ça. Mais... Moi, j'ai découvert quelque chose dans une de tes premières diapos, c'est que Rodin s'était servi de l'impression 3D pour faire le penseur. Voilà, je ne savais pas. Hein. C'est exagéré. Une autre question? Non? Bonsoir.
Vous m'entendez bien? Oui. Ah oui, il y a encore une question, pardon. Ok, je voulais juste poser une question. On connaît un peu la reconstruction osseuse. C'est ce qui est formidable, la nature est bien faite. Hein. Les os repoussent jusqu'à se reconnecter. Quand on est sur de la complexité, comme on a vu tout à l'heure la prothèse en titane, est-ce qu'on pourrait imaginer une reconstruction osseuse sans ces prothèses titane, à savoir, je pense à votre solution à base de gel, qui délimiterait ou d'une matière qui pourrait être une matière support, qui délimiterait la zone de reconstruction osseuse de manière à se passer totalement des produits comme le titane je lance l'idée et à vous de rebondir. Oui, il y a une grosse partie de la recherche qui est sur ces matériaux ostéoconducteurs. Hein. Donc c'est quoi un matériau ostéoconducteur? C'est un matériau qu'on met au contact de l'os et qui devient de l'os. Donc ça se fait, ils essayent de le faire par exemple pour fixer les vertèbres entre elles quand on a un disque qui a disparu. Pour l'instant, vous mettez des grandes vis là, avec une petite cage en titane. Donc il y a des études pour essayer de fabriquer ça en 3D, en céramique notamment, des céramiques résorbables. Ça se fait. Après, le problème, hein, il y a toujours des vis, parce qu'en fait, le temps que ça prend pour se consolider ou devenir de l'os, en fait, il ne faut absolument pas que ça bouge. Donc il y a toujours de la visserie, elle peut être enlevée après. Pour l'instant, j'ai encore jamais vu d'études où ils les enlevaient. J'ai vu des études où c'était inséré, ça devenait de l'os et ça restait là. Mais je crois pas que quelqu'un a pris risque pour l'instant d'enlever les vis. Hein. Mais ouais, ça fait partie de tout ça. Céramique, alors plutôt céramique souple. Alors c'est un peu bizarre céramique souple parce qu'en fait les céramiques, quand elles sont trop dures, elles usent l'os plutôt que de faire un implant. Donc c'est un peu compliqué. Hormis l'aspect mécanique, dureté, etc. du titane, les céramiques, on les utilise justement sous les boîtes crâniennes depuis très longtemps. On a une meilleure évolution justement d'assimilation et que l'os se reforme dessus sur la céramique ou sur le titane, où il y a une différence où on gagne, on perd. Sur le titane, il ne se passe rien. Hein. Sur le titane... Il est poreux le titane, ouais, un petit peu comme ce que faisait Hilshep justement sur les prothèses mammaires sur lesquelles le tissu se réinstallait. Mais ça, c'est du gel, ça. Hein. Ça, c'est pas du titane. Oui, tout à fait. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est est-ce que ces matériaux sont un paramètre pour que l'os avance dedans, l'os ou la matière. Bah, là, en céramique, on a une berge. En fait, la berge peut être colonisée si elle n'est pas trop compliquée à être colonisée par les cellules. Le titane, il n'y a pas du tout d'interconnexion entre le titane et l'os. En fait, il n'y a pas de croissance de l'os dans le titane. C'est aussi pour ça qu'on l'utilise d'ailleurs, hein, parce qu'en fait, il n'est pas intégré ensuite dans l'os. On peut mettre des plaques en titane autant qu'on veut. En fait, il n'y aura pas d'excroissance d'os dessus. On pourra les enlever quand on veut. Donc ça, c'est la partie titane. Après, la partie céramique et croissance, bah, c'est la même question. Hein. C'est comment faire en sorte que l'implant qu'on met devienne de l'os et ne soit pas juste de la céramique à l'intérieur d'un os, quoi. Mais sur des tailles plaques crâniennes, ça n'existera pas. Mais quel est l'intérêt réellement que la céramique disparaisse à la rigueur? Bah, c'est quand même sur la plaque crânienne, ça va parce que c'est pas un os porteur, c'est pas un os qui est sous contrainte. Mais sur une partie jambe, etc., quand on a des grands défauts, en fait, on se retrouve avec des plaques énormes. Et en fait, les vis sont beaucoup plus dures que l'os, encore une fois. Donc les vis abîment l'os. Et en fait, à long terme, on abîme l'os qu'on voulait réparer. Donc il y a toujours un truc un peu... De toute façon, voilà, si on ne régénère pas et qu'on est juste en train de bricoler en mettant des vis, ça abîme au bout d'un moment. Hein, donc, Et puis en plus, comme ça, si on enlève les plaques en titane, on passera beaucoup mieux dans les aéroports. Dans les aéroports, voilà, exactement. Ça sera moins drôle, mais... Une autre question? Non? Bon, écoute, merci beaucoup. Vous avez déjà bien parlé. Merci. C'est passionnant. Cet exposé passionnant. Donc, rendez-vous